Le 15 janvier 2025, nous quittait le grand David Lynch à l'âge de 78 ans. La filmographie de ce réalisateur m'a toujours intriguée autant qu'elle m'effrayait. Je me suis dit que c'était enfin l'occasion de découvrir son œuvre. C'est pourquoi j'ai décidé de commencer Twin Peaks, sa série aussi étrange que légendaire, son œuvre qui m'attire le plus. Si vous n'avez jamais entendu parler de Twin Peaks, laissez-moi vous conter son histoire. L'intrigue se déroule dans la ville du même nom, près de la frontière canadienne, et commence avec la découverte du corps de Laura Palmer, une lycéenne bien aimée de tous, du moins en apparence. L'agent du FBI Dave Cooper va être envoyé sur place pour découvrir les secrets derrière le meurtre de Laura et plonger dans les ténèbres de cette ville étrange. Twin Peaks a de nombreuses qualités qui l'ont érigé au rang de série culte, notamment pour ses personnages fascinants. Un changement important à noter, David Lynch choisit de donner une importance nouvelle à la victime. Dans la plupart des récits policiers, la personne tuée sert de prétexte à lancer l'intrigue. Elle est davantage un corps, un élément narratif, qu'un personnage. Ce n'est pas le cas de Laura, qui devient le visage de la série. Si je demande à quelqu'un de visualiser Twin Peaks, même sans l'avoir vu, il est fort probable que le visage de Cooper lui vienne à l'esprit, ou celui de Laura. Car Laura Palmer demeure très présente tout au long de la série, même si elle est morte. Elle ne vit plus qu'à travers les témoignages des personnages, leurs souvenirs, leurs douleurs, les traces qu'elle a laissées et que Cooper va retrouver. Il va devenir obsédé à l'idée de retrouver le meurtrier de cette jeune fille bien sous tout rapport, ou du moins à première vue. Twin Peaks était un ovni quand la série a été diffusée pour la première fois. Inclassable, fascinante, elle a révolutionné la télévision à son époque. Petit à petit, elle va glisser vers l'étrange, le surnaturel, le fantasmagorique. Mais bien avant ça, dès le premier épisode, on ressent une dimension presque fantastique par la présence paradoxale de Laura. Elle est là sans être là. Elle est morte, pourtant elle vit encore à travers les personnages, sans apparaître à l'écran, sans même entendre sa voix, ou sans pourtant sa présence. Une sorte de hantise. Pas au sens propre, où elle apparaîtrait littéralement comme un spectre. Non, c'est une hantise plus symbolique. Les anglophones ont un terme pour ce trope. Haunting the narrative. Laura m'a donné envie de me pencher sur d'autres personnages de ce type et d'analyser leur écriture, leur rôle dans l'histoire. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ces personnages qui hantent leur récit. Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice et lectrice de l'imaginaire, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne À la croisée des plumes. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques précisions. Je vais essayer de me concentrer sur ce trope en littérature, mais je m'autorise à citer d'autres médias comme le cinéma ou la télévision, puisque après tout, l'idée de cette vidéo m'est venue en regardant la série télé Twin Peaks. Et bien sûr, je ne vous garantis pas une liste exhaustive de ce trope. Je n'ai malheureusement pas pu lire et visionner toutes les œuvres de l'histoire de l'humanité. Alors si vous pensez à un personnage qui pourrait correspondre au trope Hunting the Narrative et que j'en ai pas parlé, n'hésitez pas à vous le faire, en parler en commentaire. Sur ce, je vous propose une balade à travers les souvenirs, une promenade pleine de fantômes, un voyage à travers la littérature. Dans ma vie de lectrice, j'ai eu la chance de croiser la route de plein de personnages marquants. Vous savez, ce genre de personnages qui s'installent dans un coin de vos pensées, qui restent avec vous et qui ressurgissent parfois lorsque vous êtes sous la douche, au cours d'une promenade, ou alors vous croisez quelqu'un, quelque chose qui vous refait penser à eux. C'est des personnages qu'on peut admirer pour ce qu'ils proposent, pour leur personnalité, pour leur écriture, et aussi pour ce qu'ils représentent. Vraiment, l'idée de ces personnages qui vous hantent encore. Et pour moi, il y en a deux incontournables, deux femmes de fiction auxquelles je pense souvent, qui viennent de classiques du gothique et du néo-gothique. Et j'ai tout de suite pensé à elles en voulant travailler sur ce trope antique de narrative, parce qu'elles sont en quelque sorte les OG du trope. En tout cas, elles me semble évident d'en parler. Donc, trêve de suspense, les personnages en question, ce sont Catherine Earnshaw et Rebecca de Winter. Et on va aller par ordre chronologique de parution. Donc je vais commencer par parler du personnage le plus ancien,
Catherine Earnshaw des Hauts sur le vent d'Emily Brontë. Alors, quand on parle du personnage de Catherine, on peut avoir tendance à oublier ce côté hantise du personnage, malheureusement, je trouve. Et ça, c'est la faute de pas mal d'adaptations du roman qui font le choix pardon, qui font le choix de n'adapter que la première partie des Hauts du Hurlevent. Cette partie qui est centrée sur la relation ou sur l'histoire d'amour entre guillemets entre Catherine et Heathcliff. Je mets des guillemets à l'histoire d'amour parce que contrairement à ce qu'est certaines personnes essayent de nous faire croire en ce moment, ce n'est pas la plus grande histoire d'amour de tous les temps. J'arrête, je vais être acide. Non, c'est une relation passionnante, passionnée, mais violente, toxique, et j'insiste bien dessus, qui fait tout le cœur de cette première partie des Hauts du Hurlevent. Et donc voilà, ça se concentre sur ça, et les adaptations oublient malheureusement la seconde partie, qui est celle qui m'intéresse, puisque c'est là que la hantise de Catherine va prendre place. C'est cette partie qui donne l'intérêt du roman, selon moi, puisque c'est la partie aussi qui met en scène la vengeance d'Heathcliff suite à la mort de Catherine. Pour citer rapidement quelques adaptations qui font justement l'erreur d'oublier cette seconde partie tellement intéressante, la version de 1939 avec Laurence Olivier, celle de 1970 avec Timothy Dalton, celle de 2011 qui a été réalisée par Andrea Arnold, et la tant attendue ou tant redoutée adaptation d'Emerald Fennell en 2026, qui sortira au moment où la vidéo sort, normalement, mercredi prochain, le 11 février. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo et le short que j'ai fait à ce sujet. Par contre, si vous n'avez pas le courage de lire Les Hauts du Hurlevent, mais que vous avez envie de découvrir cette histoire et aussi comprendre un peu où je vais en venir avec l'analyse que je vais vous proposer, il y a donc des adaptations qui, heureusement, adaptent cette seconde partie. Il y a notamment le film de 1992 avec Ralph Fiennes dans le rôle d'Heathcliff et Juliette Binoche dans le rôle de Catherine, le téléfilm de 1998 avec un tout jeune Matthew Macfadyen qui joue Ayrton avant de faire Mr. Darcy, ou encore la version de la BBC de 2009 avec Tom Hardy dans le rôle d'Heathcliff. Alors en fait, Catherine, c'est un personnage aussi fascinant que tragique, et c'est un personnage qui meurt très jeune en mettant au monde sa fille, et cette mort intervient du coup à la fin de la première partie, vers la moitié du roman. Catherine, elle laisse donc une petite fille orpheline de mère, et son époux, Edgar Linton, qui a le cœur brisé et qui ne se remettra jamais vraiment du décès de sa femme. Mais que dire d'Heathcliff ? Lui, cette perte de son amour, de son alter ego, va vraiment le propulser dans une spirale de vengeance autodestructrice. La hantise de Catherine se fait sous 3 aspects. D'abord à travers d'autres personnages, et là je pense notamment à sa fille, Catherine Linton. Oui, il y a un problème avec les prénoms dans ce roman. Les enfants ont les mêmes prénoms que les parents, c'est impossible à s'en sortir. Donc, pour les besoins de cette vidéo, l'aînée, c'est Catherine, la fille, c'est Cathy. Et donc, ça va se faire à travers le personnage de Cathy, parce que, outre le fait qu'elle porte littéralement le même prénom, elle se ressemble aussi beaucoup physiquement. La seule différence notable, c'est que Cathy a hérité des cheveux blonds de son père Edgar, alors que Catherine, sa mère, était brune. D'ailleurs, dans le film de 1992, ils ont fait le choix de faire jouer les 2 personnages par la même actrice, Juliette Binoche. Et en fait, la ressemblance de Cathy à Catherine, ça va sans cesse rappeler à Heathcliff ce qu'il a perdu, mais également le fait qu'elle ait les cheveux blonds comme Edgar son père, qui est le rival d'Heathcliff, ça va entretenir aussi une haine féroce en lui, puisqu'il considère que Edgar lui a volé la vie, l'amour qu'il aurait pu avoir avec Catherine. Et là, je refais un petit parallèle avec l'introduction de cette vidéo. À noter que l'idée de faire jouer la sosie de la défunte sosie à la couleur de cheveux qui se différencie quand même, c'est une idée qu'on retrouve également à peu près à la même époque dans la série Twin Peaks de David Lynch, puisque dans la saison 1,
Il y a Madeleine, la cousine de Laura Palmer, qui vient à Twin Peaks pour enquêter sur le décès de sa cousine, et elle est jouée par la même actrice, sauf que cette fois, donc c'est Cheryl Lee, si je dis pas de bêtises, l'actrice porte des lunettes, mais surtout elle est brune. Je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo sur cette notion de double. Deuxième point, alors, Catherine elle entre à travers les personnages qui évoquent son souvenir, et surtout Heathcliff. Catherine, elle continue de vivre à travers Heathcliff. Puisque c'est la mort de Catherine et l'amour qu'Heathcliff lui portait et lui porte encore, qui vont être vraiment l'ingrédient le moteur de toutes ses actions, de sa haine, de sa quête de vengeance, son désespoir, sa cruauté. Tout est là en fait. Et ça, c'est évoqué dès la première partie du roman, avec ces citations célèbres où Heathcliff appelle déjà à cette hantise quand il dit à Catherine, alors j'ai plus les termes exacts, tu dis que j'ai été tuée, alors hante-moi, viens me hanter. C'est sans doute, peut-être, avec la déclaration de Catherine, la citation la plus célèbre des Hauts de Hurlevent. Et enfin, troisième point, la hantise de Catherine se fait également avec l'irruption du fantastique dans le récit. Je pense notamment au début et à la fin du roman, à travers le personnage de Lockwood. Lockwood, c'est cet homme un peu ridicule qui va venir habiter à côté des Hauts-de-Hurlevent et à qui on raconte l'histoire de Catherine et Heathcliff. Et au début, il y a cette scène très étrange, presque inquiétante. Didine, arrête. Ça va tellement pas avec mes propos. Mais oui, t'es mignonne. Cette scène, vraiment, où l'interruption du fantastique, et en fait, Lockwood s'est endormi dans ce qu'on comprend être l'ancienne chambre de Catherine Earnshaw. Il va en fait s'endormir, il voit des gravures du nom de Catherine qu'elle avait fait enfant avec Heathcliff. Et en fait, dans cet état de la moitié endormi, de semi-torpeur juste avant le sommeil, il va entendre en fait la voix d'une jeune femme, d'un fantôme qui hante cette lande et qui va en fait appeler à l'aide en mode elle erre sur la lande et à son visage, sa main en fait froide qui essaye en fait de l'attraper derrière la fenêtre là où il y a la branche de l'arbre qui tape avec le vent. Il va être réveillé en sursaut, il va être effrayé. Alors est-ce que c'est vraiment le fantôme de Catherine qui hante la lande? Ou est-ce que c'est en fonction de ce qu'il a appris, de ce qu'il a lu, l'ambiance, c'est un rêve en fait? C'est du fantastique, donc la réponse n'a pas à être forcément donnée, mais il y a aussi l'évocation à la fin du roman, donc spoiler, mais c'était prévenu qu'il y aurait des spoilers dans cette vidéo, à la fin du roman, il y a comme des rumeurs, des on-dit dans la région que les fantômes d'Heathcliff et Catherine, enfin réunis dans la mort, hantent encore la lande. Et maintenant, je vais vous parler sûrement du personnage peut-être incontournable de ce trope auquel j'ai tout de suite pensé quand j'ai voulu travailler la vidéo, évidemment. Il s'agit bien sûr de Rebecca de Winter, de Daphné de Maurier, qui donne son titre à l'œuvre. Alors, contrairement à Catherine, Rebecca, elle n'apparaît jamais physiquement dans le roman puisqu'elle est décédée avant le début de l'intrigue. Nous suivons son mari, Maxime de Winter, qui est donc devenu veuf, et sa nouvelle épouse, la nouvelle épouse qui est le personnage principal et la narratrice du roman. La hantise de Rebecca se fait différemment. Déjà, il n'y a aucun élément surnaturel dans le roman, pas même de fantastique comme dans Les Hauts du Hurlevent. Non, vraiment, c'est ancré dans notre réalité. Pourtant, on peut considérer le domaine de Manderley, la maison des Winter, comme hantée. La présence de Rebecca demeure partout dans la maison, dans les pièces qu'elle a occupées, dans les décors. Il y a d'ailleurs dans le film d'Hitchcock, il y a cette image qui je trouve représente bien cette idée de l'héroïne qui se penche en fait sur un oreiller où le R de Rebecca est encore brodé dessus. Il y a aussi encore une fois cette idée dans les souvenirs des personnages qui l'ont connue, Maxime, son époux, mais surtout Mrs. Danvers, la gouvernante qui avait une relation privilégiée avec Rebecca et surtout qui l'idolâtrait et qui va très très mal accepter l'arrivée de cette nouvelle Mrs. de Winter qui, selon elle, n'est pas à la hauteur de Rebecca. Et justement, la hantise, elle se fait dans cette comparaison
entre les deux Mrs. de Winter, la décédée, Rebecca, et la nouvelle, la narratrice, qui d'ailleurs part perdante, puisque je ne pourrais jamais la nommer autrement que la narratrice, puisqu'elle n'est pas nommée, elle n'a pas de prénom, alors que c'est pourtant elle qui nous raconte l'histoire. C'est l'héroïne, mais on ne connaît pas son identité. C'est voulu, bien sûr, c'est brillant, puisqu'en fait, celle qui... On a Rebecca qui est décédée avant le début de l'intrigue et qui donne son nom au roman, et on a la Mrs. de Winter, bien vivante, la narratrice, le personnage principal, qui, elle, n'a même pas le droit d'avoir un prénom. Rebecca, elle va influencer les personnages vivants bien après sa mort. Maxime, son époux, qui va être rongé par la culpabilité. La narratrice, qui, elle, va développer une sorte de jalousie envers cette défunte qu'elle ne pourra jamais égaler. Et bien sûr, Mrs. Danvers, qui, elle, est toujours dévorée par cette admiration, cet amour pour Rebecca, et il va continuer de l'entretenir même après sa mort. Et c'est ça qui va guider ses actions négatives envers la narratrice. Et je trouve que Hitchcock, dans tous les défauts qu'on peut lui trouver en tant que personnage, ça reste un metteur en scène brillant, ça il n'a pas à le prouver. Et on le voit notamment dans le film, je pense à la scène des aveux de Maxime où il avoue à sa nouvelle femme ce qui s'est réellement passé avec Rebecca. Et en fait, ils sont dans cette cabane au bord de l'eau, au bord de la mer, et ils racontent l'histoire et la caméra en fait suit le mouvement et filme un mur vide, un canapé vide, en fait une pièce vide, mais suit le mouvement comme si Rebecca était encore là et qu'on voyait en fait suivait son mouvement à elle, mais en tant que fantôme, en tant que morte, elle est invisible. Mais j'ai trouvé cette mise en scène tellement intelligente pour montrer cette présence de qui n'est plus là. Et c'est cette aura qui permet au lecteur de combler les trous et d'imaginer Rebecca, en fait. Avec ces petits indices, cette suggestion qui n'est jamais un portrait total et frontal. On essaye d'en faire son portrait, mais ça restera jamais un portrait brisé, incomplet. Et un portrait qui ne sera jamais objectif, on en reparlera de ça. Et globalement, les adaptations qui en ont été faites n'ont pas fait l'erreur de donner un visage à Rebecca, de caster une actrice pour Rebecca, ou alors de filmer son visage de face, ou de la mettre en scène dans des flashbacks. Non, ils n'ont pas fait cette erreur, et je trouve que c'est très bien comme ça. Alors si je fais le point sur tout ce que je viens de présenter, et en me basant sur les caractéristiques de la hantise de Catherine et Rebecca, je citerai 3 points essentiels pour correspondre en fait à ce trope hunting the narrative. Premier point, le personnage doit être mort avant le début de l'intrigue, comme c'est le cas de Rebecca, ou alors au tout début de l'intrigue, comme c'est le cas de Laura Palmer de Twin Peaks, ou pendant l'intrigue, comme Catherine. Mais alors, si c'est pendant l'intrigue, cette mort, elle doit arriver au terme de quelque chose. Soit elle scinde l'intrigue en deux, elle arrive à la fin de la première partie du roman, ou à la fin d'un tome 1, par exemple, etc. Puisque dans Hurlevent, par exemple, la mort de Catherine marque bien un avant et un après. Et il y a également un changement de temporalité. Après la mort de Catherine, il y a une ellipse de plusieurs années puisqu'on va suivre les enfants. Deuxième point, le personnage continue d'être évoqué dans le récit après sa mort. Les autres personnages en parlent, ils se souviennent. C'est à travers eux que le personnage décédé va persister. Et enfin, troisième point, le personnage et sa mort doivent continuer d'influencer l'histoire et ou les personnages. Alors, l'exemple de Twin Peaks, il est parlant. La mort de Laura Palmer est littéralement l'élément déclencheur de toute la série. Alors là, j'ai envie d'aborder un cas intéressant, mais qui n'a pas beaucoup... Enfin, je n'ai pas en tête beaucoup d'exemples, donc je suis un peu en eau trouble, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains cas où on a une sorte de hantise à rebours. Je m'explique. Alors, en faisant des recherches sur ce trope, j'ai vu plusieurs sites, articles qui citaient le personnage de Lucy Greybird dans la saga Hunger Games. Elle apparaît dans le préquel, la ballade du serpent et de l'oiseau moqueur, chanteur.
Je sais jamais. Le préquel qui met en scène le président Snow lorsqu'il était jeune et qui va expliquer en fait sa montée au pouvoir et sa psyché d'antagoniste. Et donc cette préquelle se déroule plusieurs décennies avant l'histoire de la trilogie principale qui suit l'histoire de Katniss. Alors le cas de Lucy Gray, il est intéressant déjà parce que son sort est laissé incertain à la fin du roman dans lequel elle apparaît. Snow essaye de la tuer et lui tire dessus pendant qu'elle s'enfuit dans la forêt. On ne retrouve jamais de corps. Est-elle morte ? Est-ce qu'elle a été blessée et elle a fini par se vider de son sang quelque part ? Ou est-ce qu'elle a réussi à s'enfuir, à quitter Panem, à faire sa vie loin de là, loin des districts, et c'est pour ça qu'on n'a jamais plus entendu parler d'elle ? On ne le saura jamais, et Suzanne Collins, l'autrice, ne donne jamais de réponse, et ne donne même pas d'indice qui pourrait suggérer une piste ou l'autre. Moi, c'est cette incertitude qui me plaît beaucoup dans le destin du personnage, et c'est cette incertitude qui va travailler, torturer Snow pendant des années, et qui va aussi faire ce qui va devenir cet antagoniste terrible face à Katniss. Alors la question que je me pose, que je vous pose, puisque bien sûr, n'hésitez pas à dialoguer autour de ce sujet, est-ce qu'on peut vraiment considérer Lucy Gray comme un personnage qui hante sa narration ? En fait, le roman, la balade là, est sorti, si je dis pas de bêtises, au moins 11 ans après la saga Hunger Games. Si dans l'histoire chronologiquement, elle a vécu avant Katniss, etc., et bah, Suzanne Collins, elle, l'a écrit beaucoup longtemps après. Est-ce qu'elle avait déjà en tête le personnage de Lucy Gray quand elle a écrit Hunger Games ? Je sais pas, je l'ignore. Toujours est-il qu'il n'y a aucune mention de Lucy Gray dans la trilogie Hunger Games. Alors ça peut être justifié par la narration, par l'histoire en elle-même, puisqu'après la disparition de Lucy Gray, Snow y fait en sorte de détruire toute trace de cette fille, en fait, de la rayer de l'histoire, à tel point que dans Hunger Games, Katniss, elle sait que Haymitch a été un gagnant du district 12, mais on ignore qui était l'identité du premier gagnant du district 12. Elle a été effacée, les images d'archives ont disparu, etc. Vraiment, on ne sait rien d'elle. Donc c'est normal que Katniss, en plus on est du point de vue de Katniss dans le roman, c'est normal qu'elle ne mentionne jamais Lucy Gray. Mais là, je vous propose d'aborder le point de vue, en fait, si on aborde Hunger Games, peut-être que certains l'ont fait, dans l'ordre chronologique des événements, ça veut dire, on commence à découvrir l'univers par la préquelle, la balade du serpent, et ensuite, on enchaîne avec le lever de soleil sur la moisson et la trilogie Hunger Games. Et là, en fait, si on fait dans cet ordre-là, même sans mention directe de Lucy Gray dans ses suites, on quand même ressent sa présence à travers ce qu'elle a laissé derrière. On ressent sa présence dans le personnage de Snow, maintenant qu'on sait qui il était avec elle. Et on comprend que quand Snow il regarde Katniss, il revoit Lucy Gray à travers elle. Ce qui explique aussi pourquoi il la déteste autant, je pense. En tout cas, ça rajoute. On comprend aussi le poids de la chanson révolutionnaire The Hunger Tree, qui est chantée par Katniss et repris comme un chant de la révolte, une chanson qui fut jadis chantée par Lucy Gray. Dans une moindre mesure, je trouve qu'il y a aussi ça dans la saga Star Wars de George Lucas. Avec le personnage de Padmé, qui est la mère des jumeaux Luke et Leia, qui n'apparaît que dans la trilogie la préquelle, puisqu'elle meurt à la fin de l'épisode 3 en mettant au monde les jumeaux. Et là, on est dans un cas un peu similaire qu'Hunger Games, parce que cette préquelle, cette prélogie, les épisodes 1, 2, 3, ils ont été tournés, sortis, près de presque 30 ans après la trilogie originelle qui met en scène Luke et Leia adultes. Alors certes, maintenant, il y a une erreur de continuité dans l'épisode 6, quand Leia dit avoir quelques souvenirs de sa mère lorsqu'elle était petite, ce qui est maintenant impossible puisque Padmé est décédée à leur naissance, à part si on imagine que c'est grâce à la force.
Mais je ne sais pas, quand j'étais petite et que je regardais cette scène où Luke et Leia parlaient de leur mère, et puis que j'avais vu la prélogie juste avant, j'avais vraiment une certaine mélancolie, à cette scène, je ne sais pas. Et il y a aussi, un comics, centré sur le personnage, de la princesse Leia, avec une planche que j'aime beaucoup où en fait, de mémoire, Leia, adulte, est sur, Naboo, la planète, originaire de où est originaire, Padmé, et en fait, elle passe devant une peinture représentant Padmé qui fut reine et sénatrice de cette planète, et en regardant, cette peinture de cette femme, elle ressent une certaine mélancolie dans le visage, de Padmé, et ce qui est poignant, c'est que Leia ne sait pas qu'elle est en train d'admirer le visage de sa défunte mère, de sa mère biologique, mais nous on le sait, et c'est ça qui rend la scène si poignante. Voilà, c'était une réflexion que je vous proposais. Je ne sais pas si on peut vraiment considérer, ces 2 personnages, comme entrant dans le trope antique de narratif, donc je sais pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors j'ai une autre question. Que symbolise ce trope et comment est-il mis en scène? Imaginez bien que le personnage décédé qui revient hanter les vivants de façon symbolique, ça a un sens, ça a un propos. Pour quelle raison n'arrive-t-il pas à l'oublier, à passer à autre chose? Que représente-t-il ce personnage? Alors ça peut être de la culpabilité, par exemple. Le personnage hante les vivants parce que il se reproche quelque chose qui est souvent lié à la mort du personnage. C'est le cas, par exemple, dans Yellowface de Revquand. June est hantée par Athéna. Alors, elle n'est pas responsable directement, même indirectement, de sa mort, mais par contre, elle a profité de la mort d'Athéna. Et ça va la travailler, et elle va commencer à être persuadée d'être poursuivie par une forme de fantôme d'Athéna. On a bien sûr, j'en ai déjà parlé, Rebecca, qui hante d'une certaine façon son époux Maxime. Et on a également le personnage de Claudia dans la saga des vampires d'Anne Rice. Claudia, elle n'apparaît que dans le premier tome, Entretien avec un vampire, mais elle va revenir hanter les vampires, lui et les stats qui lui survivent. Je pense à ça, en fait, j'avais pas forcément prévu d'en parler, mais entre-temps, il y a eu l'annonce du casting de la saison 3 de la série, l'adaptation en série d'Entretien avec un vampire qui sort bientôt. Et en fait, l'actrice qui joue Claudia a été annoncée dans cette saison 3 alors que le personnage est décédé. Donc je pense qu'ils vont jouer sur ça en fait, et je pense que les stats, il va avoir des hallucinations de Claudia puisqu'il est en partie responsable de sa mort. On a aussi l'exemple de Jackie dans la série horrifique Yellow Jacket qui hante les survivances du crash de l'avion, mais surtout sa meilleure amie Shona, au point où celle-ci a des hallucinations de Jackie. Parce que Shona, elle se sent doublement coupable. Elle avait trahi Jackie de son vivant, puisqu'elle couchait avec le petit ami de Jackie. Puis aussi, c'est leur dispute, et ce sont leurs disputes et les terribles mots que Shona a adressés à Jackie, les derniers mots qu'elle lui a adressés d'ailleurs, qui ont indirectement conduit à la mort de Jackie. Est-ce que, quand vous étiez... Est-ce que vous êtes de ma génération et que vous avez été ado comme moi? Parce qu'au lycée, je regardais la série Pretty Little Liars. Alors voilà, j'aimerais bien savoir si je suis la seule ou non. Mais dans les premières saisons de cette série, alors les 2 premières, on va pas parler de la suite parce qu'après c'est de moins en moins bien. Eh bien, le personnage d'Alison De Laurentiis, dans ces 2 premières saisons, qui est porté disparu peu dans un an, puis on retrouve son corps à la fin de l'épisode 1. Elle hante le quatuor, les 4 héroïnes, qui étaient ses meilleures amies de l'époque et qui, elles, sont toujours là. Elle hante parce qu'en fait, Allison, qui est vraiment la mean girl, comme on dit en anglais, vraiment la peste, la reine du lycée, mais je vais rester polie, mais voilà. Elle est manipulatrice, cruelle et tout ça. Elle faisait ressortir le pire des filles. Et elles ont commis des choses avec Allison dont elles ne sont pas forcément fières. Et en fait, voilà, et au décès d'Allison, elles vont commencer, juste à la sortie de l'enterrement, à recevoir des messages anonymes d'un mystérieux A. Alors A, ça peut être comme anonyme, mais aussi comme Allison, qui va en fait se moquer d'elles, les faire chanter et surtout faire des références à des secrets que personne ne savait à part Allison, qui est désormais morte.
Alors je parle de culpabilité, mais ça peut être autre chose aussi. Par exemple, dans Le Trône de Fer, le personnage de Lyanna Stark hante Ned Stark, et parce qu'elle représente en fait l'honneur de Ned et la promesse qu'il a fait à sa sœur sur son lit de mort. Promesse qui aura toute son importance euh, si elle se révèle bien la même dans les romans qu'elle a été dans la série télé. Je pense que ça sera le cas, mais ça, est-ce qu'on le saura un jour? J.R. Martin va-tu écrire les 2 derniers tomes du Trône de Fer? Alors bien sûr, la symbolique la plus évidente de ce trope, c'est bien sûr le deuil. Le personnage endeuillé n'arrive pas à passer à autre chose. Et tant qu'il n'aura pas fait la transition à travers les 5 étapes du deuil, tant qu'il n'aura pas fait ça, il sera hanté par la personne décédée. C'est le cas dans ma novella Sous un carré d'immortel, c'est ce que j'ai essayé de traiter, mais c'est aussi ce qu'a fait Nora Lake dans sa novella, et parfois elle revient. Là, avec ces 2 œuvres, vous êtes parfaitement ça, dans Haunting the Narrative, l'être aimé, le défunt, qui revient sans cesse hanter les pensées du personnage principal et le narrateur. Alors, là, je vous ai parlé des symboliques que pouvait avoir ce trope, mais je me suis intéressée aux procédés narratifs qui peuvent être employés, utilisés par les auteurs et autrices pour mettre en scène ce trope. Et là, j'en ai listé quelques-uns. Par exemple, il y a la réincarnation. Le personnage en deuil va croiser la route d'un personnage qui ressemble beaucoup, ou du moins qui lui évoque la personne disparue, la personne décédée. C'est le cas dans Beloved de Toni Morrison, une lecture aussi belle, puissante que tragique qui a marqué ma vie de lectrice. Alors attention, là je vais devoir aborder des faits assez durs, surtout que Beloved est inspiré d'une histoire vraie. On suit Seth, une ancienne esclave qui a fini par retrouver sa liberté, c'est après la guerre de sécession, mais au prix de terribles sacrifices. Elle vit maintenant dans un état du Nord, mais 18 ans auparavant, quand le maître de la plantation laquelle elle s'était enfuie est venu la retrouver pour la reprendre, Seth, elle a été obligée de faire un choix terrible. Plutôt que son maître la reprenne elle, mais surtout sa petite fille, son bébé, sa petite fille de 2 ans, qui s'appelait Beloved, et bah elle a fait le choix de tuer elle-même sa petite fille. Elle préfère la tuer que la condamner à une vie d'esclave. Parce que Seth, qui a connu toutes ces horreurs de l'esclavage, elle sait que la mort restera toujours un sort bien plus doux. Et dans le présent, Seth, elle va recueillir une jeune femme étrange, muette, amnésique, une jeune femme qui a 20 ans, mais qui a un comportement d'enfant encore, qui est sortie trempée de la rivière à la manière qu'un enfant sort trempé du ventre de sa mère. Une jeune femme qui a une cicatrice là, au niveau du cou, comme si on avait essayé de l'égorger. Et cette jeune femme en plus, elle aussi, elle s'appelle Beloved. Cette idée de la réincarnation, elle peut se faire plus symboliquement avec l'apparition d'un sosie, comme je l'avais évoqué en début de vidéo. Vraiment cette idée d'une espèce de double du personnage décédé, comme dans Les Hauts-de-Hurlevent ou dans Twin Peaks. Mais c'est davantage travaillé dans le roman Bruges la morte de l'écrivain belge Georges Rottenbach. Alors pour la petite histoire, c'est ce roman qui a inspiré le duo Boileau-Narcejac pour l'écriture de leur roman D'entre les morts. Et D'entre les morts a été adapté au cinéma par Hitchcock, par son film le plus mystérieux selon moi, Sueur froide en Vertigo en VO. Dans ces 3 œuvres, donc, on va suivre un homme endeuillé par la disparition de la femme qu'il aimait, qui va croiser la route du sosie de cette femme et qui va développer une obsession à l'idée de retrouver la défunte à travers la vivante. Et Bruges la morte me paraît la transition parfaite pour aborder une autre façon de mettre en scène la hantise, et c'est en faisant un parallèle entre la défunte et la ville. Le titre du roman l'indique, Rothenbach qui fait le parallèle entre la ville de Bruges, en Belgique, et cette femme qui est morte. Le récit il est ponctué de descriptions urbaines pendant les déambulations de l'homme endeuillé. La ville, elle est décrite comme grise, morne, triste. En fait, elle est vraiment un reflet de l'état d'âme de cet homme. Et d'ailleurs, cet homme qui s'est expliqué dans le texte qu'il est venu s'installer à Bruges justement
pour cette ambiance maussade qui correspond totalement à l'état, l'émotion qu'il ressent dans son deuil. L'aspect de Bruges lui rappelle constamment la disparition de son épouse bien-aimée. On peut même dire qu'il fait le choix conscient, en venant s'installer à Bruges, d'entretenir cet état d'âme, cet apitoiement, cette douleur, il entretient vraiment le souvenir de cette disparue, à tel point qu'il a un petit hôtel de souvenirs chez lui. Il a même conservé en fait la mèche de cheveux blonds de sa femme, la tresse qu'il a coupée en fait sur le corps de sa femme, et qu'il garde en fait sous cloche comme vraiment une relique quoi de cette femme. Si vous trouvez ça un peu bizarre, c'est normal, on en reparlera. Il y a un autre roman qui met en parallèle la fille disparue avec une ville, et cette fois Paris, c'est Dora Bruder de Patrick Modiano. Et là, on est sur un récit particulier, parce que Dora Bruder, c'est une personne réelle, elle a réellement existé, cette jeune fille. Donc il y a un aspect biographique, un format enquête qui s'ajoute au récit. En fait, Patrick Modiano, il a eu l'idée de ce roman un jour en feuilletant un journal de 1941 où il est tombé sur un avis de recherche sur une jeune fille juive de 15 ans, Dora Bruder, qui avait fugué à ce moment-là. Et donc Patrick Modiano, il va choisir d'enquêter sur Dora, de retrouver les traces de Dora et de sa famille, mais des années après, et il va mettre ça en parallèle avec sa propre vie, sa propre enfance, parce que Dora et Patrick Modiano ont grandi dans le même quartier de Paris à des décennies d'écart. Quand il s'est exprimé, quand il a parlé de ce projet, Modiano l'a dit plusieurs fois qu'il était hanté en fait par Dora. Et c'est un récit que j'ai trouvé très poignant parce qu'il ne cherche jamais à trouver comment s'est finie la vie de Dora Bruder. Parce que ça, on le comprend tout de suite. C'est une jeune fille juive qui vit à Paris en 1941, sous l'occupation allemande. Donc je vous laisse deviner en quel endroit terrible elle et ses familles ont fini leur vie. Non, ce que Modiano essaye de retrouver ou d'imaginer, c'est cette courte période de liberté qu'a eu Dora pendant sa fugue en fait. Il essaye de combler les trous de sa vie. Alors il y a une autre façon aussi d'incarner la hantise, une façon originale, c'est à travers le paratexte. Et là, bon, je vous dis ça, mais en vrai, j'ai qu'un seul exemple. Donc encore une fois, si vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête, rendez-vous aux commentaires. Mais je pense qu'il est assez connu. C'est une œuvre qui est assez originale de base, c'est les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Léonie Snicket. Et c'est avec le personnage de Béatrice. Béatrice, c'est une femme que le narrateur des orphelins Baudelaire a connue jadis, qu'il a aimée et qui est aujourd'hui morte, disparue. Alors le choix du prénom Béatrice n'est pas anodin, bien sûr, puisque c'est une référence à la Béatrice la plus connue de la littérature, la Béatrice de la Divine Comédie de Dante. C'est une femme qui a vraiment existé, que Dante a connue et aimée de loin, qui est morte assez jeune, et qu'il essaye de retrouver, notamment quand il descend aux enfers, dans le motif de la catabase. D'ailleurs, il se peut que j'ai dédié une vidéo à la catabase aux descentes aux enfers, je dis ça, je dis rien. Et donc la Béatrice de Léonie Snicket, elle hante ce que j'appelle le paratexte, ça veut dire qu'elle ne va pas vraiment apparaître dans l'histoire en elle-même, mais plutôt dans ce qui entoure l'histoire. En fait, chaque tome des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire s'ouvre avec une dédicace, comme on en retrouve dans la plupart des ouvrages, il y a une dédicace pour A, voilà. Et là, en fait, l'originalité, c'est que chaque tome est donc dédié à Béatrice. Léonie Snicket dédie le roman à Béatrice. À chaque fois, c'est de façon très poétique, mélancolique, avec un peu d'humour noir. Je vais vous donner quelques exemples sur les 13 tomes. Par exemple, dans le tome A, on a pour Béatrice, bien-aimée, mieux aimée, perdue. Dans le tome 5, pour Béatrice, à jamais dans mon cœur, dans mes pensées, dans la tombe. Et dans le tome 10, pour Béatrice, le jour de notre rencontre, tu étais jolie, j'étais seule. Aujourd'hui, je suis joliment seule. Et enfin, il y a le schéma narratif que j'appellerais simplement le personnage est-il mort ou disparu? Et c'est là que je vous explique que le trope marche également avec donc des disparitions de personnages. Ça veut dire des personnages qui ne sont pas officiellement considérés comme morts. Il y a une nuance.
En fait, c'est des personnages dont on ignore réellement le sort. J'en ai un peu parlé, par exemple, avec Lucy Greyburn, déjà. C'est le cas, par exemple, dans le roman Picnic à Hanging Rock de Joanne Lindsay, un classique de la littérature fantastique australienne. C'est une œuvre que j'aime beaucoup, qui m'a inspirée en tant qu'autrice, et ça tombe bien, j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet. Dans Picnic à Hanging Rock, on suit l'enquête menée après la disparition de 3 jeunes filles qui se sont volatilisées, littéralement, dans une promenade dans la nature australienne, aussi sauvage qu'étrange. Cette affaire de disparition va se mettre à obséder plusieurs personnages qui vont s'entêter à les retrouver, qu'elles soient mortes ou vivantes. C'est un récit fantastique qui est aussi étrange qu'envoûtant et qui, attention spoiler, ne donne jamais de réponse. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle ou paranormale ? Est-ce qu'elles ont fugué ? Est-ce qu'elles ont été enlevées ? Est-ce qu'elles ont été tuées ? Est-ce qu'il y a eu un accident qui fait qu'elles soient décédées ? On ne sait pas du tout. Rien n'est dit. On ne le saura jamais et c'est ce qui fait que cette œuvre me hante toujours. C'est aussi ce que j'ai travaillé dans Sous un carré d'immortel, Arthur, le personnage qui hante le récit. Il est parti à la guerre pour la Première Guerre mondiale et il n'est jamais revenu. Il fait partie de ces ces soldats disparus. C'est-à-dire c'est des soldats qui sont jamais revenus du front, mais on n'a jamais retrouvé le corps. Donc officiellement, du point de vue de l'État même, ils sont pas déclarés morts pour la France, ils sont déclarés disparus. Ça a longtemps été le cas d'Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne, et c'est aussi le cas pour Louis Pergaud, l'auteur de La Guerre des Boutons, par exemple. Il est disparu. Et donc, le souvenir d'Arthur va hanter Bénédicte, son amant qui, lui, est resté à l'arrière. Et c'est ça qui va le travailler, parce que tant qu'on n'a pas retrouvé le corps d'Arthur, il y a toujours cet espoir peut-être minime, mais qui est quand même là, de se dire « Ah, mais tant que je ne suis pas sûre qu'il est mort, tant que je n'ai pas le corps devant moi, il y a toujours cette idée qu'il est peut-être vivant quelque part. Peut-être qu'il est amnésique dans un hôpital quelque part en France, on ne sait pas. Donc il y a toujours cet infime espoir de le voir revenir un jour, même des années après. Et c'est ça qui va rendre fou Bénédicte, l'idée que un jour Arthur reviendra d'une façon ou d'une autre, d'une forme ou d'une autre. Donc en fait, la hantise se fait dans l'espoir, dans l'indécis, dans l'absence de réponse concrète. Voilà, j'ai essayé de faire un petit tour du trope, et peu dans mes recherches, je me suis aperçue de quelque chose, et peut-être que vous aussi. Avez-vous remarqué un point commun parmi tous les exemples que je vous ai cités là ? Si on retire l'exemple de mon roman là, je n'ai parlé que de personnages féminins. Alors, y a-t-il des personnages masculins qui correspondent à ce trope ? Alors j'ai essayé de faire une petite liste dans ce que j'ai lu, de ce que je connais de la littérature, de personnages masculins qui pourraient correspondre. Encore une fois, j'en oublie sûrement. Dites-moi si vous en pensez à d'autres. J'ai par exemple noté un classique, iconique, le père d'Hamlet, dans la pièce du même nom de Shakespeare, qui revient hanter Hamlet, qui a été d'ailleurs repris dans Le Roi Lion, qui est une adaptation par Disney d'Hamlet. Voilà, iconique. J'ai également mis Chevalerie Long-Voyant dans l'Assassin Royal, surtout dans le tome 1, puisque c'est le père de Fitz, le héros, qui n'a jamais connu son père, puisqu'il meurt au tout début de l'intrigue. Et c'est cette absence qui marque Fitz et qui va aussi chambouler, en fait, tout l'avenir du royaume, puisque c'était censé être l'héritier du trône. Dans le Trône de Fer, on en a beaucoup. On a par exemple Ned Stark. De toute façon, dans la famille Stark, avec tout ce qui lui arrive, il y a beaucoup de hantises. Mais bien sûr, Ned Stark, qui, je vous ai dit, ça arrive à la fin, au terme de quelque chose, une partie. Là, c'est à la fin du tome 1, la mort de Ned, qui va être le moteur d'action de vengeance de ses enfants pour Arya ou Robb, qui va venir hanter les enfants Stark dans des scènes hyper poignantes. Moi, je pense toujours à la scène où Arya demande à ce prêtre rouge qui est capable de ressusciter plein de fois le même homme. Elle lui dit « Est-ce que vous pourrez ressusciter un homme sans tête ? Rien qu'une fois, ça suffirait. » Cette scène-là me fait toujours pleurer. C'est une petite fille, enfin bref. Voilà, dans le Trône de Fer, il y a également Rhaegar Targaryen, qui est mort des années avant le début de l'intrigue, lors de la rébellion,
mais sa présence est toujours présente, notamment à travers le personnage de Daenerys, sa petite sœur, qui idéalise ce grand frère qu'elle n'a jamais connu. Alors, moi j'ai un peu de mal avec Rhaegar parce les gens se souviennent de lui comme un prince pacifique, cultivé, bel homme, vraiment un idéal. Alors que moi je trouve que non, en fait, Rhaegar c'est une ordure, je l'aime pas. J'ai fait ma petite parenthèse de haters là. Enfin, quand même, ce mec-là, on parle d'un gars qui était marié, qui avait des enfants et qui non, pour soi-disant une prophétie, il avait la trentaine à Rhaegar. Il allait enlever Lyanna, la petite, qui avait quoi? 17 ans, donc 30-35 ans, 17 ans. Il l'a enlevée, alors soi-disant, l'histoire dit que c'est une histoire d'amour, mais il a quand même abandonné femme et enfant. Il a enlevé Lyanna, il lui a mis enceinte, elle est morte en couches et suite à tout ça, il y a eu une rébellion et la femme et les enfants qui ont été abandonnés par Rhaegar, elle se fait violer et les enfants, elles, se font massacrer. C'est une ordure, je le déteste. Tu pouvais... Non mais... J'arrête. Mais bon, l'histoire se rappelle lui, et il hante les personnages en bien ou en mal, ça dépend. Robert Baratheon, il le déteste. J'ai aussi noté dans d'autres lectures Barbe Bleue dans La Veuve de Barbe Bleue d'Adériès, qui, comme son nom l'indique, suit la veuve de Barbe Bleue donc après sa mort, mais le personnage est encore là sans être là. C'est une œuvre que je vous recommande de découvrir si vous arrivez à vous mettre la main dessus d'occasion, par exemple. Et il y a également dans Un passé englouti d'Avaride, cet auteur, alors j'ai plus le nom, attendez, il faut que je vérifie, Emrys Myrdin, je crois que ça se dit comme ça, qui est cet auteur mythique dans le royaume où se passe l'histoire, et l'héroïne va enquêter sur lui. Voilà. Et on va apprendre des choses sur cet homme qui est mort il y a des années, mais qui avait bien des secrets. Donc voilà, n'hésitez pas à me citer d'autres exemples en commentaire. Et moi, je me suis amusée à me pencher sur mes propres romans, qu'ils soient publiés, écrits en cours d'écriture ou les projets que j'ai, pour voir la proportion d'hommes qui correspondraient à ce trope. Donc j'ai 5 romans qui utilisent ce trope, donc Things the Narrative, et oui, j'ai l'air de bien l'aimer, il faut le croire. Et bien sur ces 5 romans, il y en a 3 avec un personnage masculin qui hante la narration. Eh oui, allez les filles, on renverse l'ordre établi. Et vous savez quoi? Devinez quoi? Il y en a un, c'est même un personnage masculin qui meurt, dont la mort sert au développement d'un personnage féminin. Allez, subversif, la Nina. Non, en vrai, je rigole, mais ça, c'est un sujet que je vais aborder plus tard aussi. Plus sérieusement, là, je pense qu'il est important d'aborder ce questionnement, un questionnement qu'on peut avoir face à ce trope. Est-ce que je n'aurais pas dû appeler ma vidéo autrement? Est-ce que j'aurais pas plutôt dû l'appeler ces personnages féminins qui hantent non pas la narration, mais qui hantent les personnages masculins? Parce qu'en fait, quand j'ai regardé ma liste là, mon corpus que j'avais, que vous avez eu en début de vidéo normalement, je me suis quand même aperçue qu'en faisant le compte, il y avait quand même pas mal de ces personnages féminins donc, qui ne sont pas morts d'une cause naturelle. Par exemple, Catherine Archaud, elle, c'est une cause naturelle, je considère ça comme une cause naturelle, puisque elle meurt en couche, voilà. Mais il y a quand même plusieurs personnages féminins qui sont victimes de féminicide. En tout cas, je prends en compte les personnages féminins qui sont tués directement par un homme ou qui meurent en conséquence des actions d'un homme. Par exemple, Lyanna Stark qui meurt en couche, je mets ça dedans parce que, comme je disais tout à l'heure, quand je m'énervais contre Rhaegar Targaryen, c'est à cause des conséquences des actions de Rhaegar et de la guerre des hommes dans la vie de Lyanna qu'elle meurt à ce moment-là, en fait. C'est une victime, je rappelle qu'elle a 17 ans. Alors, je ne compte pas Dora Bruder ou Beloved, parce que moi, je considère qu'elles sont plutôt victimes d'un système, l'Allemagne nazie pour Dora, et l'esclavage pour Beloved. Donc si je reprends ma liste, que j'ai sous les yeux pour n'oublier personne, on a par exemple Laura Palmer, Rebecca de Winter, Claudia dans Entretien avec un vampire, Lyanna Stark, Lusky Baird, Madeleine dans Le Vertigo d'Alfred Hitchcock, et du coup aussi les équivalents qu'on a dans Bouge la Morte, voilà, c'est le personnage équivalent. Donc voilà, j'ai au moins 6 femmes dans mon corpus qui meurt directement des conséquences ou indirectement des conséquences des actions d'un homme, quoi. Mais si on se penche sur la question, si on va en dehors de mon corpus, vous verrez qu'on trouve plein d'exemples dans les fictions, bien entendu.
Parce que oui, le trope du féminicide est beaucoup, exploité, en littérature et dans les autres, médias et surtout il est exploité en rapport en lien avec, le personnage masculin. Que le personnage masculin en question soit le tueur ou l'enquêteur, par exemple. Et donc là, ça me permet, cette ouverture de glisser vers 2 schémas narratifs qu'on retrouve quand même assez souvent et qu'on peut lier au trope de Haunting the Narrative. Le premier schéma narratif, c'est le personnage masculin qui va être obsédé par la figure d'une morte. Alors, le OG peut-être, c'est Edgar Allan Poe, qui, alors faut savoir que sa femme est cousine yes! C'était l'époque, on va dire. Sa femme et sa cousine qu'il a épousée lorsqu'elle n'avait que 13 ans et lui, il avait 26 ans, je crois. C'est pas du tout dérangeant. Virginia, elle est morte très jeune, à l'âge de 26 ans et elle avait une apparence déjà fantomatique de son vivant, bien même avant de mourir de la tuberculose. Elle avait toujours gardé un air enfantin. Oui, c'est creepy. Et en fait, il a été complètement chamboulé par la mort de sa femme cousine, et à tel point où c'est devenu un motif récurrent et obsessionnel dans ses œuvres, la figure de la jeune femme morte. La jeune, j'insiste, elle est morte jeune, et donc elle est éternellement belle dans la mort, la belle morte. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux poèmes, nombreuses œuvres d'Edgar Allan Poe. On a également ça, par exemple, dans le Dahlia noir, le roman de James Ellroy, qui est inspiré d'une histoire vraie, une affaire terrible d'une jeune actrice américaine qui a été retrouvée assassinée dans les années 1940 avec le sourire de Glasgow, vous savez, quand on fait des cicatrices là comme le Joker, ça s'appelle le sourire de Glasgow. Et c'est une affaire qui est encore aujourd'hui non élucidée, ça fait partie de ces affaires terribles du XXe siècle. Et en fait, James Ellroy a développé une obsession avec cette affaire-là, puisque lui-même, sa mère, est décédée aussi, a été assassinée, je crois, elle est décédée de façon brutale quand il était jeune. Et du coup, il a eu une obsession avec cette affaire-là. Il a écrit un roman qui a été adapté au cinéma par Brian De Palma. Et dans le roman, les enquêteurs développent une obsession à travers la figure de cette morte. Ce qui est également le cas dans Bruges la morte, comme je vous parlais tout à l'heure, et c'est les romans qui ont écoulé, l'adaptation de Vertigo, Sueur froide d'Alfred Hitchcock, où il y a encore cette idée d'obsession d'une femme décédée. Où on a là vraiment la notion, qu'on retrouve aussi un peu dans le roman de Dahlia noir, de projection de l'image de la défunte. L'homme va projeter l'image de la défunte sur une femme qui, elle, est bien vivante parce qu'elle va lui ressembler, par exemple. Ce qui va déshumaniser la vivante, qui, aux yeux de l'homme, n'existe qu'à travers le souvenir d'une morte. Donc on a un regard totalement biaisé, totalement subjectif. Elle ne vit qu'à travers, pour lui, elle ne vit que pour ce qui lui rappelle, ce qu'il projette sur elle. Et d'ailleurs, dans Bruges la morte, dans Vertigo, tout ça, cette obsession et cette déformation va être fatale à la femme qui était vivante. Tout ça parce qu'elle a eu le malheur de ressembler à une morte. Alors quand j'avais fait mes recherches, j'avais noté une œuvre, je crois que c'est un film d'Otto Preminger, je ne sais plus, qui s'appelle Laura, puisque le pitch du film, c'est un enquêteur qui va tomber amoureux de la femme décédée sur le... Enfin, la victime du meurtre qu'il va chercher à résoudre. Donc je l'ai visionné ce film-là, j'en dirai pas plus, mais je trouve qu'il retourne un peu ce trope-là. Enfin, c'est pas du tout quoi je m'y attendais. Mais je voulais en parler quand même. Là, je vais reparler de Rebecca, puisqu'on est aussi dans ce côté-là. Alors, l'obsession de la femme morte, là, c'est une obsession plutôt coupable. Hein. Il va être obsédé par le souvenir de Rebecca, puisque, spoiler, là, on retourne sur l'idée du féminicide qui est essentielle. Rebecca, elle est morte de la main de son mari, Maxime de Winter. C'est pour ça qu'il est autant coupable et qu'il est autant hanté par sa femme. Et pourquoi il a tué Rebecca ? Dans le roman, il décrit qu'elle était une femme horrible, tyrannique, etc. Mais moi, en fait, je pense surtout que ce cher Maxime, il avait du mal à accepter que sa femme était forte, indépendante, qu'elle avait son caractère, que c'était peut-être elle
qui portait le pantalon dans le couple. Oui, c'était sûrement une femme horrible qui avait plein d'amants, etc. Mais le divorce existe, mon coco, t'étais pas obligé de la tuer. Alors dans le film d'Hitchcock, pour le code X de l'époque, la censure et tout ça, ils ont atténué la chose parce qu'en gros, on ne pouvait pas suivre un héros personnage masculin méchant. Donc en fait, ils justifient le fait que c'est un accident, limite de légitime défense. Ils se sont disputés, il a pas fait exprès de la tuer, quoi. Bon, mais il l'a tué quand même, donc voilà. Mais voilà, en fait, et ça, du coup, ça dépeint Rebecca en véritable garce, parce que on a accès à elle à travers ce que dit Maxime. Ah, c'est facile, hein, quand t'es le seul des deux à être vivant, c'est facile, tu dis ce que tu veux, tu fais croire ce que tu veux. Et comme la narratrice, elle, n'a pas connu Rebecca, elle est biaisée puisqu'elle est amoureuse de Maxime, du coup, elle va croire à cette idée-là. Donc en fait, on a accès à ces femmes qu'à travers le la lentille déformante de ces hommes. Et on a aussi un deuxième schéma narratif qui est lié à tout ça, c'est le personnage féminin dont la mort sert au développement du personnage masculin. Et ce trope a un nom, c'est la femme dans le frigo. C'est le fridge woman, c'est un terme qui vient de la scénariste de comics américaine Gail Simone, qui est aussi une critique de comics, je crois, qui en fait a étudié, enfin qui a inventé ce terme, qui l'a étudié, la forme dans le frigo. Alors d'où ça vient? Parce que c'est un peu étrange et comme ça. Ça vient d'un comics de Green Lantern. Je ne pourrais plus vous dire quel tome, mais en fait le personnage de Green Lantern, qui est un héros que vous connaissez peut-être, un super-héros, il rentre chez lui et en fait il découvre que son ennemi a tué sa petite amie et que la petite amie, son cadavre, est caché dans le frigo. Donc quand il ouvre le frigo, il tombe sur le corps de sa petite amie. Ça vient de là, la femme dans le frigo. Alors plus généralement, ce trope, ça correspond à quoi? C'est quand un personnage féminin qui est lié au héros le plus souvent, ça peut être la femme, la petite amie, la mère, la fille, la sœur, etc. etc. Il faut qu'elle soit liée au héros, au personnage masculin. Et ben cette femme va mourir. Cette femme va mourir, alors de façon accidentelle, d'une maladie, c'est souvent le cas dans les comédies, les drames romantiques, vous savez, la femme à la fin qui meurt d'une maladie incurable, ou alors elle va bien sûr être assassinée. C'est souvent le cas même. Cette mort, elle va profondément marquer le personnage masculin, qui souffre, vous voyez. Et ça va souvent être sa motivation pour l'histoire. Il va essayer de retrouver le meurtrier de sa femme, il va essayer de la venger. De se venger lui, plutôt. Alors, si la femme ne meurt pas, elle ne meurt pas forcément à chaque fois, mais si elle ne meurt pas, elle va être enlevée, torturée, violée, traumatisée, laissée paraplégique, ce genre de joyeuseté, vous voyez. Bref, en fait, c'est plutôt elle qui souffre, quoi. C'est un trope qu'on retrouve de base beaucoup dans les comics. Dans l'univers Marvel, c'est le cas de Gwen Stacy, de la petite amie de Spider-Man. On a aussi ça chez DC, alors dans Green Lantern, comme je vous parlais, mais également le cas de Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon, Batgirl. Elle ne meurt pas, mais elle est vraiment blessée par le Joker au point où c'est elle qui finit en fauteuil roulant pour le restant de ses jours. On retrouve ce trope dans de nombreux films, de nombreuses séries télé. Je vous avais peut-être pensé à une œuvre quand je vous ai expliqué le trope. On a ça par exemple dans Gladiator de Ridley Scott, dans The Boys, dans le premier épisode de The Boys, c'est totalement ça, ça commence comme ça. Dans la série et le jeu vidéo The Last of Us, avec la fille de Joel, Braveheart, The Crow, voilà. Enfin, The Crow, c'est ça en fait, hein. Toute la motivation du personnage, c'est venger sa petite amie qui est morte de la plus horrible façon. On peut aussi parler de Christopher Nolan, puisqu'on a souvent reproché à ce réalisateur que c'est un trope récurrent dans sa filmographie. Alors, si on regarde un peu l'ensemble de sa filmographie, c'était quelque chose qui faisait plus au début de sa carrière. Pour l'instant, il le fait plus trop, et heureusement, il a peut-être évolué. Mais regardez, à ses débuts... Attendez, si je recompte... Je dirais qu'il y a au moins 4 films dans sa filmographie avec ce trope.
et notamment, Inception, où là, le personnage de Marion Cotillard, la femme de Leonardo DiCaprio dans le film, pareil, elle meurt et pour le coup, elle, elle correspond aussi totalement à the trope haunting the narrative puisque elle hante littéralement les rêves des personnages, celui de Leonardo DiCaprio en tête. Voilà, c'est un trope ancien, hein. Coucou les James Bond, il y a plusieurs James Bond avec ce trope, mais qui existe encore. Par exemple, moi j'aime beaucoup la saga Mission Impossible, qui s'est terminée récemment et c'est une saga qui avait réussi, à un moment donné, à détourner ce trope, à détourner aussi le personnage féminin, qui change de film en film, voilà, interchangeable et qui a fini par retomber en plein dedans, donc je l'ai un peu dans travers de la gorge, voyez. Pour refermer cette parenthèse et arriver enfin à la conclusion de cette vidéo, j'aurais donc envie d'ouvrir vers cet autre sujet, un sujet qui est vaste, qui mérite d'être approfondi plus en détail, qui mériterait sa propre vidéo. Comment cette omniprésence du féminicide dans la fiction et surtout comment le féminicide est traité. Hitchcock, qui eux, alors sont véritablement fascinés par les meurtres de jeunes femmes et d'ailleurs on pourrait dire que, chez Hitchcock, de The Lodger jusqu'à Frenzy, en passant par Vertigo, L'Inconnu du Nord Express, Psychose, c'est un cinéma qui est intégralement féminicidaire et le point douloureux, c'est que ce sont aussi des chefs-d'œuvre, mais ce sont des chefs-d'œuvre qu'on doit voir et revoir précisément pour comprendre en quoi ils véhiculent un certain regard et en l'occurrence cette culture du féminicide. Et à Donc propos comment créer autrement? Comment, réinventer, ce regard, sur, le féminicide? On peut le faire de plusieurs manières. Roberto Bolaño l'a fait dans son grand roman, 2666. Il y a, une chanson de Sofia Isela qui s'appelle The Doll People qui est très forte et qui réfléchit sur ce peuple des poupées, hein, littéralement, et pa à travers lesquelles on transforme les femmes, comme des créatures à la découpe. Car au-delà de la fiction, notre monde est rempli d'histoires de femmes mortes, disparues, au destin jamais irrésolu. Des femmes bien réelles dont le sort hante notre esprit, les cristallisant à jamais, les transformant en personnages de notre imaginaire. Pour toujours, nous nous interrogerons. Qui étaient-elles vraiment? Qui leur a fait cela? Réelles ou non, mortes ou disparues, histoires classées ou irrésolues, ces personnages hantent autant la narration que mon esprit. Je ne peux plus me promener dans des bois enneigés sans penser à Jackie, ou encore à Laura, qui hante à jamais la forêt de Twin Peaks. On m'a souvent dit qu'un personnage réussi donne au lecteur l'impression qu'il vit au-delà de la narration, qu'il existait avant le premier mot, et qu'il continuerait à vivre dans son monde de papier une fois que l'on aura tourné la dernière page. Qu'en est-il de ces étranges fantômes? Peuvent-ils exister pleinement dans les échos éparpillés qu'ils laissent derrière eux? Ou bien est-ce justement ces trous que chacun d'entre nous cherchera en vain à combler, qui les feront vivre à jamais? J'ignorerais toujours à quoi elle passait ses journées, où elle se cachait, en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver de sa première fugue, et au cours des quelques semaines de printemps, où elle s'est échappée à nouveau. C'est là son secret, un pauvre et précieux secret, que les bourreaux, les ordonnances, les autorités dites d'occupation, le dépôt, les casernes, les camps, l'histoire, le temps, tout ce qui vous souille et vous détruit, n'auront pas pu lui voler.